Mesdames et messieurs, Sahaf Torkom, bonsoir et bienvenue dans l'émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Ce soir, on va se détacher un peu du Ramadan, mais on va rester toujours dans les séries et les comédies. Alors, deux séries ou deux événements internationaux ont été marqués cette semaine. C'est la série Netflix de Nawal Madani et également le documentaire sur Cléopâtre. Avant de commencer le débat avec nos experts, on va regarder la bande-annonce de la série qui fait à la fois succès et polémique. La série Tout va bien, si tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, de Nawal Madani. Et on revient au débat. Voilà, c'était la bande-annonce de la série Netflix, la série produite et interprétée par Nawal Madani, la reine du stand-up qui est d'origine algérienne, qui est installée en Belgique. Alors, cette série, elle a fait à la fois débat et polémique. Justement, est-ce qu'on peut savoir pourquoi, Faisal ? Bah oui, la série vient de sortir. Surtout qu'elle intervient, elle a été lancée le 7 avril, juste après le début du Ramadan, quoi. Oui, juste parce que Netflix a bien étudié. Elle est actuellement la première série vue en France. Parmi les 10, ça, dans le top 10. Elle est en première. La première en France. Première et 7e au monde. Ouais. Ça veut dire que c'est un grand succès. Et vous savez, quand il y a un succès, il y a toujours des attaques. Il y a toujours des attaques. Bon, on a critiqué Nawal Madani, qui est une comédienne, vous l'avez dit, qui est aussi une réalisatrice, productrice aussi, installée en Belgique. Spectacle, oui. Et qui a donc beaucoup souffert du stigmatisme et de racisme, parce que personnellement, j'ai eu déjà à la rencontrer lorsqu'elle a visité l'Algérie en 2017-2018. Elle avait fait des spectacles et elle était présente au Festival d'Oran du film arabe. Et donc, elle m'a beaucoup parlé des stigmatisations en Belgique, où elle a vécu, elle est d'origine d'Oran. Et elle est toujours fière de revenir toujours à Oran. Et donc, dans cette série, c'est une journaliste de télévision qui doit rembourser 2 millions de dollars ou d'euros à un baron de drogue. Et dans la série, on reproche à... Parce qu'ils ont brûlé la voiture où il y avait la drogue, justement. Oui, la drogue. On reproche justement à Nawal Madani de faire du racisme, alors qu'elle montre aussi qu'il y a aussi non seulement un racisme des Européens, ou ce qu'on peut appeler les Blancs européens, les gardes des Maghrébins, mais aussi des racismes entre Maghrébins eux-mêmes et entre Maghrébins. Justement, on l'accuse d'utiliser trop de clichés anti-musulmans, anti-maghrébins. Oui, c'est ce que lui reprochait. Elle se défend. Elle dit qu'elle montre, elle fait un équilibre parce qu'elle montre peut-être pour la première fois dans une série européenne une femme voilée qui est normale. Parce que généralement, les femmes voilées dans une série européenne, américaine, soit c'est une gangster, soit c'est une terroriste, soit c'est une femme qui est louche, qui n'est pas normale, qui est extrémiste, etc. Là, elle dit que j'ai montré une femme voilée, rayonnante, solaire, qui est tout à fait normale. Et ça une fille invalide, les enfants de Yasmina qui sont en surpoids, parce que le surpoids, c'est aussi... Elle s'est exprimée sur l'émission de Mouloud Achour, qui est algérien aussi, sur Click Plus. Donc, c'est un petit peu une façon de se racheter auprès du téléspectateur et ça a encore boosté la série. Oui, ça a boosté les polémiques profitent. Évidemment, la plateforme Netflix qui est déjà en difficulté financière, parce que selon les dernières estimations, c'est une plateforme qui a perdu ces derniers temps. Elle a perdu des abonnés, elle a perdu aussi des actions, et parce qu'elle est très bousculée par la concurrence, Amazon Prime ou Disney+, et Apple aussi. Et la polémique donc sert, mais également j'ai l'impression que la polémique n'est pas vraiment fondée, parce que c'est d'abord une œuvre de fiction. Et Nawal Madani a déjà souffert par le passé lorsqu'elle avait fait son film, notamment sur sa propre vie, qui s'appelait C'est tout pour moi, où elle rendait hommage à son père qui l'a beaucoup aidé pour devenir comédienne, parce que c'était très pénible à ses débuts pour se former à Paris. Et donc, on lui reproche aussi de faire du mauvais casting, parce qu'elle aurait choisi une mauvaise comédienne. Celle qui joue sa nièce, on dit que c'était pas elle qui devait être là. Mais bon, c'est toujours ça quand il s'agit d'une série qui montre, qui ont du succès, notamment, et réalisée par une maghrébine. Reda Harilash, ce genre de série, justement, qui à chaque fois revient sur le débat sur les migrations, Nawal Madani, qui produit et qui interprète la série, a été stigmatisée parce que tout simplement, elle parle de sa communauté.
Elle parle de sa communauté d'origine et elle établit aussi les liens qui existent entre sa communauté d'origine et toutes les autres communautés. C'est-à-dire que aussi bien avec le pays d'accueil, notamment la Belgique, l'Europe d'une façon générale, mais aussi les relations qui peuvent exister entre sa communauté et d'autres communautés émigrées, comme des communautés qui proviennent soit d'Afrique subsaharienne ou bien dans d'autres cas, d'autres communautés qui viennent d'Europe de l'Est. Donc, comme elle veut montrer une façade qui jusqu'à maintenant a été édulcorée, elle met aussi en valeur certains aspects de ces communautés qui ne sont pas nécessairement donc valorisés par d'autres réalisateurs ou par d'autres metteurs en scène. Et c'est quelque chose qui peut bousculer, voire même déranger les consciences. Alors, pourquoi à chaque fois, pour justement parler de la communauté maghrébine, on doit la stigmatiser ou montrer un petit peu ses défauts et parfois s'attaquer aux musulmans? Parce que c'est dans l'air du temps en Europe. On s'autocritique dans la série. Hein. Oui, on peut s'autocritiquer effectivement, mais on ne peut pas se limiter uniquement qu'à l'autocritique. Sinon, on tombe dans le dénigrement et ce n'est pas ça ce qu'elle recherche. Elle veut réellement montrer les différentes facettes qui existent au sein de sa communauté. Ces facettes peuvent être reluisantes ou beaucoup moins reluisantes. Et c'est quelque chose qui peut parfois choquer quelques orientalistes attardés. J'aime bien ça, orientaliste attardé. Alors, Sofiane Baroudi, Nawal Madani est connue pour faire du stand-up. Elle a commencé justement chez Jamel Debbouze dans Jamel Comedy Club. C'est une battante, c'est une femme qui ose justement s'attaquer aux clichés, comme on le dit. Pourquoi cette polémique, elle a fait fureur justement sur les réseaux sociaux? On l'a vu sur Twitter et à l'époque, le scénario le titre du film de la série devait s'appeler Bando. Moi, je pense que déjà, c'est complètement, si vous voulez, dans l'air du temps. Il y a une conjoncture à la fois politique qui est favorable, mais il y a aussi une forme de polarisation autour, si vous voulez, du thème à la fois de ce qu'on appelle l'antiracisme politique, qui est très ancré actuellement en Europe, notamment à gauche. Et si vous voulez, c'est le thème de prédilection actuellement de l'ultra-gauche en Europe, notamment en France et en Belgique, ce qu'on appelle le wokisme de manière plus familière. C'est justement une prise en charge, si vous voulez, des populations racisées par elles-mêmes, qui parlent elles-mêmes de leur histoire, de leur vécu, etc. Et aussi à l'extrême droite, il y a ce qu'on appelle la thématique du grand remplacement, entre guillemets, qui est une thématique qui est complètement dominante, hégémonique actuellement dans le discours politique, mais aussi dans le discours médiatique qui est développé par, si vous voulez, certaines franges de l'opinion conservatrice en Europe. Après, il y a aussi un thème qui est très important, c'est le fait que l'Europe occidentale, notamment la France et la Belgique, ont, si vous voulez, une histoire à résoudre ou à régler, et que cette histoire entre en collision forcément avec les différentes mémoires des populations d'origine immigrée, des populations racisées. Pour préciser, elle est d'origine de Wallenbeck, qui est jusqu'à certains temps était taxé de fief du djihadisme en Belgique. Jusqu'à un certain temps, parce que si vous voulez, les 10 dernières années, notamment, considéré comme fief, notamment dû au conflit syrien, il y a beaucoup de choses à dire sur la mobilisation des intégristes en France et en Belgique, comment ça a été fait. On sait très bien que ça a été fait déjà contre l'État syrien, qui a démontré 10 ans après sa résilience et sa capacité justement de combattre et de résister aux courants intégristes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait à un moment, on a utilisé ces courants-là, on se rappelle très bien dans Laurent Fabius, qui glorifiait le travail du groupe terroriste connu comme Jabhat al-Nusra. Après, il y a eu un problème qui s'est posé et en Belgique et en France par rapport aux retombées, si vous voulez, d'une position géopolitique qui à un moment était une position politique avec des objectifs déterminés, objectifs qui n'ont pas été atteints. Et donc, il y a un peu un retour de boomerang. Actuellement, la thématique de la lutte contre le fondamentalisme est une thématique centrale, mais je rappelle qu'elle est d'abord prise en charge par les populations musulmanes elles-mêmes qui combattent les courants fanatiques, et que les courants fanatiques ne concernent pas juste la communauté musulmane. On le voit très bien avec ce qui se passe dans l'entité sioniste qui est actuellement complètement dominé par des courants du fondamentalisme sioniste. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que, si vous voulez, il
il y a vraiment une lutte intermémorielle en France et en Belgique, mais pas seulement. Ça s'est ressenti en Belgique par la polémique autour de la restitution de la fameuse dent de Lumumba, qui a fait vraiment un grand écho médiatique et politique et qui a fait ressurgir justement les déboires du passé colonial qui n'est pas encore résolu dans ces pays. Voilà, Faisal, pour revenir justement au décryptage du traitement de cette série, on a remarqué que Nawal Madani était un peu hérité par le traitement de certains médias, notamment BFM TV, et elle s'est exprimée sur la chaîne qui appartient justement au groupe Bolloré Canal+, c'est Click TV de Moulouda Achour. Est-ce qu'elle a peur justement de s'exprimer sur des médias français proches de la droite? Oui, pour possible. Et ce que disait... Elle avait choisi un terrain, disons, neutre. Oui, à la limite, Nawal n'était même pas obligé ou acquis. Hein. Oui, parce que Nawal, je me rappelle, parce que longuement elle est très susceptible. Susceptible, mais elle est toujours critiquée. Elle m'a expliqué comment, à ses débuts, elle a été attaquée par les médias français, elle a été critiquée. Elle s'est formée en France, mais elle a fait sa carrière d'abord en Belgique où le terrain n'est pas aussi... est moins difficile qu'en France, il faut le dire. La ville de Bruxelles est une ville cosmopolite. Il faut préciser que c'est la deuxième série, elle a fait Les Braqueuses. Hein. Les Braqueuses, oui, parce qu'elle m'a dit un jour que son rêve c'est de devenir une réalisatrice. Et elle est devenue. Et évidemment, quand on vient de la communauté maghrébine, qu'on est un modèle de réussite, quel que soit ce qu'on peut dire sur Nawal Madani. Nawal Madani, c'est une grande comédienne. Hein. Vous avez parlé des stand-up, des sketchs. Elle a fait aussi des films comme Alibi.com, comme African Gangster et d'autres films en tant que comédienne. Le dernier, c'était 8 rues de l'humanité que j'ai vu sur Netflix. D'ailleurs, c'est un film de Danny Boone qui évoque comment la population s'est adaptée à la Covid-19, à l'épidémie. Je pense que Nawal a joué le rôle de Leïla, qui est une infirmière. Et donc, quand une maghrébine artiste qui est très populaire, parce que Nawal Madani est une comédienne très populaire, réussit et évoque des questions qui concernent la communauté, sans ce regard toujours hautain des Européens où chacun est à sa place, le méchant est à droite, le bon est à gauche, c'est une image seulement, c'est pas politique. Il y a toujours des attaques et donc elle est allée s'expliquer parce que la polémique est allée très loin et je pense que c'est ce qui a agacé le plus, c'est le fait que Netflix contribue à la production parce que Netflix n'est pas une plateforme française. Elle a remplacé en matière de succès la série française aussi sur Netflix, Arsène Lupin, d'Omar Sy, qui est une série typiquement française. Oui, c'est une histoire française de cette célèbre voleur qui s'appelait Arsène Lupin. Oui, Arsène Lupin. Omar Sy est un excellent comédien, mais la interprété série... par un black, c'est-à-dire Omar Sy. Oui, même là, ça fait polémique. Oui, ça fait polémique, mais pas autant qu'ici. Pas autant qu'ici. On parlera d'ailleurs de la polémique sur les blacks, mais je pense que la série Arsène Lupin n'est pas aussi réussie que la série de Nawal Madani, d'où son succès et le fait que les internautes et les abonnés de Netflix choisissent et saluent cette série et que des critiques, pas tous les critiques, font sortir toutes les reproches, ça veut dire qu'il y a aussi des agacements. Mais il y a lorsqu'il y a des success stories. Il y a un aspect sur lequel les internautes, mais aussi les téléspectateurs d'origine maghrébine ont reproché à Nawal Madani, c'est de l'utilisation un petit peu du langage de rue, de la vulgarité dans cette série, surtout en pleine période de Ramadan. Oui, mais c'est un réalisme, parce qu'elle est dans une série réaliste et c'est diffusé sur une plateforme, c'est pas sur la télévision. Si c'était à la télévision, au grand public, à des heures de grande écoute, on aurait peut-être discuté, mais c'est une plateforme. Mais la plateforme s'installe comme une télévision aujourd'hui. Oui, c'est vous qui choisissez d'aller sur la plateforme et regarder ce que vous voulez. C'est finalement un choix individuel, c'est pas un choix collectif. Et ces genres de critiques ne sont pas du tout recevables, parce que le réalisme maintenant, les réalisations ça rapproche un peu. C'est vrai qu'on ne copie pas la réalité, mais il faut aussi descendre un peu d'un certain, j'allais dire romantisme, parce qu'il y a des gens, beaucoup de personnes qui un peu mélangent la morale et l'art. Vous savez que l'art ne sont jamais entendus avec la morale. Il y a une série, vous avez le choix de voir ou de ne pas voir, mais j'ai l'impression qu'on est en train de chercher les poux dans la tête de Nawal Madani. Alors, j'aime bien ça. Reda Harirash, la série est interprétée essentiellement de femmes. Comme quoi Nawal Madani veut s'affirmer comme le vrai défenseur de la communauté maghrébine sans les mères, les sœurs et les femmes en général. Oui, c'est important de mettre l'accent sur cet aspect-là.
d'autant plus qu'actuellement, bon, on reproche toujours à ces communautés d'être ancrées dans un certain patriarcat qui les empêche de montrer ce qu'ils ont de meilleur, notamment parmi les femmes. Et elles ne se gênent pas pour remettre, je dirais, les pendules à l'heure, et c'est tant mieux. Oui, quand on dit justement l'immigration dans l'audiovisuel français, est-ce que vous pensez que cette série qui est sortie du jargon du paysage audiovisuel français, du PAF, pour atterrir dans une plateforme américaine? Est-ce que les journalistes et les médias, notamment français, ont peur que la culture blanc beurre s'identifie un petit peu à la culture patchwork américaine? Je ne pense pas que ça soit à ce point-là, mais il y a une certaine, je dirais, frilosité de la part de ces acteurs médiatiques dès lors qu'on leur propose un thème qui est nouveau, qui ne fait pas partie de leur plat habituel. Il y a toujours un certain conservatisme à aller dans le sens du renouveau ou du nouveau, qu'on ne vient pas des milieux qui sont habitués à homologuer les normes. Faisal Metaoui, quand on parle justement de Netflix, on ressent qu'elle a vraiment une ouverture d'esprit pour les communautés très importante par rapport au pays. Elle ne s'intéresse pas au pays en tant que France, mais elle s'intéresse surtout aux communautés maghrébines, africaines, asiatiques, etc. On sent qu'elle s'intéresse beaucoup plus à l'identité qu'un pays en tant que nationalité. Oui, Netflix qui revendique presque 200 millions d'abonnés à travers le monde, vous imaginez, elle a plus d'abonnés que beaucoup de chaînes de télévision réunies. Mais juste, quand vous parlez d'abonnés, quand on voit par exemple la communauté maghrébine s'identifie autour de 3 à 4 millions d'habitants, alors que la France est presque 60 millions d'habitants. Pourquoi, justement... Vous parlez de la communauté maghrébine en France? En France, oui. Ouais. Alors, si on cerne un petit peu une communauté parmi d'autres dans une société française, ça veut dire qu'on en fait un petit peu la différence. Non, disons que le Netflix a effacé les frontières. Et Netflix, voilà, c'est ça. Effacer les frontières et ouvert un petit peu cette brèche qui fait de la diversité. Parce que, essentiellement, Netflix est composé de gens qui viennent d'Amérique du Nord, Canada et États-Unis, et c'est des gens qui sont généralement ouverts aux communautés internationales. Oui, parce qu'on a reproché à un moment donné à Netflix de se concentrer sur les productions qui viennent d'Europe ou d'Amérique du Nord. Netflix a changé sa politique ces 2 dernières années pour s'ouvrir sur beaucoup de productions qui viennent de la région arabe. Il y a beaucoup de feuilletons et de films qui viennent d'Égypte, du Liban, de Syrie, d'Arabie Saoudite, même du Soudan aussi, hein, parce que le Soudan, vous savez que le Soudan est une petite puissance qui commence à monter dans la matière du cinéma, malgré la situation politique interne, bien sûr. Mais il y a beaucoup de productions. En matière de cinéma ? Il y a d'ailleurs un film en compétition officielle au Festival de Cannes, un film de production soudanaise. Soudanaise, oui. On en parlera peut-être lors du Festival de Cannes. Ça veut dire que Netflix a capté qu'il y a quand même une énergie dans la production dans la région arabe, dans la région africaine aussi. Il y a aussi beaucoup d'ouverture sur les productions qui viennent de l'Amérique du Sud. Et donc, le Netflix, qui est encore bousculé par les autres plateformes, a compris qu'effectivement, il faut s'intéresser aux histoires, ou peut-être aux petites histoires des communautés, des gens qui n'apparaissent pas beaucoup dans les grands films, dans les grands blockbusters américains ou européens, etc., qui ont aussi des choses à dire. Il est allé donc vers des petits producteurs. Il contribue lui-même à la production. Il y a beaucoup de choix de scénarios. Et donc, parce que lui aussi, il veut augmenter son audience, il est en concurrence, il veut maintenir sa place, d'où cette volonté de diversifier les sujets, de s'intéresser à tous les sujets sans en prendre en compte les idées religieuses ou morales, etc. Ou politiques aussi. Oui, Sophia. Moi, j'aimerais réagir par rapport déjà au fait que ce soit des femmes qui soient mises en scène. C'est-à-dire que moi, il y a même une actrice qui ressemble un petit peu à l'ancienne ministre de la Ville qui est d'origine maghrébine. Très bien. Moi, j'y vois ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire la juxtaposition, si vous voulez, à la fois de 3 situations d'oppression, c'est-à-dire que c'est à la fois des populations racisées, c'est-à-dire qui sont opprimées du fait que le système, si vous voulez, européen, post-colonial, maintienne des assises racistes, que ce soit aussi des femmes, c'est-à-dire qu'elles sont confrontées au patriarcat occidental blanc
qui est l'origine du patriarcat et de l'oppression des femmes, et troisièmement, que ça soit la majorité de la population qui est la population laborieuse, si vous voulez, parce qu'il faut savoir que la majorité des travailleurs en France ou en Belgique sont d'origine émigrée. Et donc, c'est la juxtaposition de ces trois formes d'oppression-là qu'on appelle l'intersectionnalité. Il y a aussi beaucoup d'inspiration du phénomène Black Lives Matter aux États-Unis, c'est-à-dire, si vous voulez, une levée de bouclier des populations afro-américaines contre aussi un phénomène de racisme institutionnel, ce qu'on appelle le phénomène Black Lives Matter, qui s'est fait connaître notamment après l'assassinat de George Floyd. Et il y a une grande inspiration, notamment dans les milieux d'ultra-gauche en France, dans ce qu'on appelle le wokisme notamment, de ce phénomène américain qui est transposé en Europe, si vous voulez. Moi, j'y vois beaucoup, si vous voulez, de similitudes et de correspondances. Et je pense que Netflix met en valeur cet aspect-là, à la fois l'intersectionnalité, mais aussi le phénomène Black Lives Matter. Alors, aujourd'hui, il y a cette série, mais il y a d'autres séries qui font débat à Netflix. Justement, quand on parle de Netflix, c'est toujours dans la nouveauté, toujours dans l'histoire et toujours justement dans l'imaginaire. Il y a une nouvelle série ou une série documentaire fiction qui est sortie sur Netflix et qui fait débat et polémique. Cette fois-ci, elle concerne Cléopâtre. On regarde la bande-annonce du film de Cléopâtre des années 50-60 et la nouvelle série Netflix de Cléopâtre, et on reviendra au débat pour discuter de la différence entre ces deux productions. Voilà, c'était deux bandes annonces qui ont été fusionnées pour parler d'un seul sujet, Cléopâtre. Alors, la première bande annonce, c'était bien sûr le film de Cléopâtre avec Elizabeth Taylor et Richard Burton dans les années 60. Et le dernier produit de Netflix, c'est une série documentaire de fiction qui a été présentée par la femme de Will Smith, Jada Pinkett Smith, et qui démontre ou qui identifie Cléopâtre comme une Africaine, une Noire. Alors justement, cette série fait débat. Est-ce que Cléopâtre était noire? C'est pas tranché par les historiens, de toute façon. Il y a eu peu de... Pour le moment, les Égyptiens n'ont pas encore réagi. C'est juste la polémique sur les réseaux sociaux. Oui, parce que même quand il y avait Elizabeth Taylor à l'époque, on avait critiqué, on disait que Cléopâtre ne ressemblait pas à Elizabeth Taylor. On disait que Cléopâtre, qui est donc d'origine macédonienne et grecque aussi, et grecque surtout, son père est macédonien, ne ressemblait pas. Même Monica Bellucci, elle a aussi joué le rôle de Cléopâtre. Dans le film comique de Cléopâtre. Oui, il y a Sarah Bernhardt aussi qui a aussi joué. Et à chaque fois, c'était de la critique par rapport à l'incarnation de cette reine qui a régné sur l'Égypte, le sud de la Syrie, une grande partie du Moyen-Orient. Bon, pour certains, pour les critiques, il y a la Cléopâtre de l'histoire. Il y a la Cléopâtre des bandes dessinées, des romans et des films. Mais le souci avec la production de Jada Pinkett Smith, vous l'avez dit, c'est l'épouse de Will Smith, qui est une femme très engagée dans le combat pour les femmes. Et cette série, c'est une série, la série sur Cléopâtre, c'est la première d'une longue série sur les reines puissantes. Les reines puissantes, de l'histoire. La série va sortir, Cléopâtre va sortir le 10 mai prochain sur la plateforme Netflix. Ce qui pose problème, peut-être, c'est le fait que c'est une série documentaire. C'est de la docu-fiction, c'est-à-dire qu'il y a de la fiction en même temps avec des intervenants, des historiens et des archéologues. Je pense à Adele James qui joue le rôle de la Cléopâtre, parce que beaucoup d'historiens pensent que l'aspect physique a divisé les historiens. Certains pensent que Cléopâtre aurait du sang égyptien dans les veines.
D'autres pensaient qu'elle était plutôt brune, d'autres pensent, mais africaine. C'est très discutable, et c'est pour ça que ça pose problème. Mais disons qu'il y a aussi un aspect, il y a même, paraît-il, une pétition qui circule sur les réseaux sociaux, qui a récolté presque 15 000 signatures pour demander à Netflix de retirer la série. Bien sûr, Netflix ne va jamais céder. Mais Netflix s'est préparé à cette polémique, puisque beaucoup d'archéologues qui interviennent justement dans la série documentaire évoquent disons des traces d'ADN, comme quoi elle est de couleur noire, pas de couleur blanche. Oui, c'est pour ça que Jed Pinkett, donc Smith, qui a produit la série, est allé dans ce débat pour dire peut-être que Cléopâtre était noire. Bon, certains reprochent à Netflix de réécrire l'histoire, ils appellent ça la cancel culture, la culture de l'effacement si vous voulez, mais disons c'est toujours un débat. Et une polémique, évidemment, ça va servir à Netflix. Netflix, généralement, ne répond jamais à ce genre de polémique. Plus il y a polémique, plus il y a audience, plus les gens s'intéresse à la série, mais il y a comme un point raciste, parce que par le passé, on sait qu'il y avait une série je cherchais les noms ici, La Petite Sirène, qui a été jouée par Hale Bailey. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, en septembre 2022, qui a aussi suscité beaucoup de Walt critiques. Disney, non? De Walt Disney. Ouais, Walt Disney a été aussi accusé de réécrire l'histoire et de pervertir l'œuvre de la Petite Sirène, mais à chaque fois qu'on met en avant, comme l'a expliqué Reda tout à l'heure et Sofiane, en avant des acteurs de couleur ou des acteurs qui viennent d'un autre univers que l'univers blanc, il y a toujours ces attaques. Je pense que ce qui agace le plus, c'est le fait de dire que Cléopâtre, qui est présenté comme un modèle de beauté féminine, même là il y a une discussion, soit donc de couleur noire. Parce que quand on est noir, on n'est pas beau pour les racistes. Oui, Sofiane. Moi, j'aimerais apporter un peu un éclairage sur l'aspect historique, si vous le permettez. Déjà, il y a une lutte civilisationnelle autour de l'appartenance de la civilisation antique égyptienne, qui est en réalité une civilisation résolument africaine, parce que le berceau est en Nubie, c'est-à-dire dans le Soudan actuel. D'ailleurs, à ce propos, il y a un livre qui est très connu, c'est une étude de Cheikh Anta Diop, qui est un archéologue et un anthropologue sénégalais, un savant, qui s'appelle Nation Noire et Civilisation, qui est paru en 1954 et qui prouve A plus B les racines africaine de la civilisation égyptienne. Parce que Cléopâtre, elle est fondamentalement, si vous voulez, un symbole de la soumission, entre guillemets, de l'Égypte à Rome via Marc Aurèle. Et donc, si vous voulez, la narrative occidentale du berceau civilisationnel gréco-romain s'est construite autour du galvaudage, si vous voulez, du personnage de Cléopâtre, qui était un peu l'Égypte conçue comme étant un trophée. Or, il y a des travaux universitaires sérieux dans les plus grandes universités américaines qui prouvent que, par exemple, les origines de la civilisation grecque sont africaines. Je citerai notamment un livre collectif qui s'appelle Black Athena. Et donc, ce thème, qui est un thème lié, si vous voulez, à la décolonisation épistémologique, c'est-à-dire à la déconstruction du thème qui voudrait que toute la grande civilisation viendrait de la suite gréco-romaine et serait blanche et européenne, est en train de voler en éclats, y compris au niveau scientifique et épistémologique, dans les plus grandes universités en Europe et aux États-Unis. Et je pense que cette série vient complètement comme consécration, si vous voulez, à une polémique scientifique qui commence à s'imposer comme étant la nouvelle réalité et à effacer. Il y a eu, Sofiane, si vous vous souvenez, un documentaire qu'on a vu à la Cinémathèque algérienne, présenté par l'ambassade d'Argentine, avec le réalisateur argentin, qui parlait justement des pharaons au Soudan. Au Soudan. C'est-à-dire parce que, si vous voulez, c'est la dernière époque de la civilisation égyptienne qu'on retrouve dans le delta du Nil. Sinon, les grandes années ou alors l'âge d'or de la civilisation égyptienne est en Nubie. Vous savez qu'en Nubie, il y a des pyramides. Bien sûr, les plus grandes pyramides sont en Nubie. Et sont plus anciens que les pyramides égyptiennes. D'ailleurs, je les ai visitées personnellement, donc je sais de quoi je parle. Il y a encore des enjeux jusqu'à maintenant sur, si vous voulez, la filiation civilisationnelle de la Grèce qui viendrait sans doute d'Afrique du Nord, parce que par civilisation égyptienne, c'est la jonction, si vous voulez, entre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord, via le confluent méditerranéen, et donc la civilisation grecque aurait été transférée. On peut conclure que Cléopâtre est d'origine soudanaise ? On peut conclure que vraisemblablement, d'ailleurs il y a une deuxième Cléopâtre il y a une deuxième Cléopâtre, Rachel Chal, qui est l'épouse du roi Juba, d'ailleurs, mais on en parle un peu moins, parce que, et ces thèmes sont justement très très liés, et à mon avis il y a un enjeu politique très important actuellement qui contesterait justement toute la narrative de l'hégémonie occidentale blanche autour du thème de la culture, de la civilisation, et donc aussi de l'hégémonie, si vous voulez, politique sur les rapports de force internationaux. On va écouter
l'expert en histoire, Reda Harira. Je suis sûr que vous avez écouté un petit peu les déclarations, les analyses de Sofiane Baroudi. D'après vous, en quoi cette polémique dérange? Cette polémique, elle dérange en ce sens qu'elle présente un fait historique sous un autre visage. Et donc, c'est ça qui semble surprendre pas mal de gens et qui fait qu'il y ait entre 14 000 et 15 000 signataires qui demandent à ce que cette série soit retirée. De Netflix. Je précise que cette série de documentaires n'a pas encore été lancée. Oui. Le 10 mai, elle va être lancée. C'est la bande-annonce qui a créé déjà la polémique. Voilà. On n'a même pas vu donc, la série. Exactement, oui. Mais on l'a montré dans la série comme quoi elle est... Donc cette controverse, elle a des partisans du côté notamment des signataires, et il faut pouvoir leur tenir un argumentaire qui tienne la route. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Cléopâtre donc, est originaire de Macédoine, et il faut distinguer la Macédoine par rapport à la Grèce, parce qu'à cette époque-là, lorsque le premier donc, des Ptolémées, un des généraux d'Alexandre le Grand, se voit confier la région de l'Égypte. À cette époque-là, on est à peu près aux alentours de 323 avant Jésus-Christ. Donc, il s'installe en Égypte et il a une descendance. Et il faut savoir qu'entre Ptolémée Ier et le père de Cléopâtre, Ptolémée XII, il y a à peu près une dizaine, 12 générations qui se succèdent. Donc, on a affaire à des gens qui se sont installés dans un pays et qui ont évolué avec ce pays-là. Donc, il y a par exemple des historiens, notamment en France, Maurice Sartre, qui dit que, voilà, on sait que la région de la Macédoine, c'était essentiellement des gens qui avaient plutôt un teint qui vire vers le blanc, et qu'on ne comprend pas comment Cléopâtre peut être noire ou même asiatique, sachant que ces pharaons-là, ils se sont essentiellement reproduits entre eux pendant plusieurs générations de suite, et qu'il n'y a pas eu de mixité avec la population égyptienne. C'était peut-être valable pour la première, deuxième et troisième génération, mais par la suite, ça a évolué. Et la meilleure preuve, c'est qu'en 2009, on a trouvé donc les restes d'Arsinoé IV, qui est la sœur de Cléopâtre, et qui est enterrée en Turquie. Et donc, les recherches qui ont été faites sur son ADN prouvent que si Cléopâtre a des racines africaines, et on a trouvé qu'elle avait des racines africaines via sa sœur, qui est enterrée en Turquie, par le biais de sa mère. Donc, sa mère, on ne sait pas si c'était l'épouse ou la concubine donc, de Ptolémée XII, mais on sait que, ce qui est sûr et certain déjà, que Cléopâtre, elle est africaine par le biais de sa mère. Et ça a été prouvé donc, en 2009 par des scientifiques, des anthropologues qui sont allés sur place et qui ont trouvé donc, la tombe d'Arsinoé IV, qui est la sœur de Cléopâtre. Donc, on évolue avec la science, et à partir du moment où des découvertes sont faites, qu'il y a des preuves qui sont apportées, il n'y a aucune raison de s'opposer à ça et de tenir donc un discours qui n'a pas lieu d'être, puisque, comme on dit, la culture, le cinéma va de pair avec l'évolution de la science. Moi, je pense que c'est une découverte qui n'a pas été vulgarisée à l'époque. Parce que ça n'arrange pas certains... Alors, juste une précision, messieurs. Mais les faits sont là. Juste une précision, messieurs. La Cléopâtre que présente Netflix, c'est Cléopâtre VII. Philopator fait partie de la dynastie macédonienne des Lagides, fondée par Ptolémée Ier, ancien général d'Alexandre le Grand. Voilà, donc je pense qu'il y a plusieurs Cléopâtres et celle-là, elle est précisément africaine. Oui, mais parce que, comme disait Reda, il y a une certaine, j'allais dire, négociatrisme, parce qu'il y a un eurocentrisme. Y compris parmi les universitaires et les scientifiques. Bien sûr, il y a des gens honnêtes qui disent autre chose par rapport aux origines de la civilisation, parce que la civilisation... Il faut préciser, Faisal, pardon, il faut préciser que Cléopâtre a été aussi identifiée grâce à des tombeaux, grâce à des dessins. Oui. Donc, les dessins sont visibles mais bien sûr, c'est toujours un débat entre les spécialistes de l'Antiquité et les égyptologues. Ils sont toujours... mais il faut voir ce qu'ont écrit aussi les grands
savants arabes aussi, et musulmans, parce qu'ils ont aussi fait un travail qui, bien sûr, est ignoré. Parce que d'abord, vous avez remarqué, vous l'avez signalé, Salim, que la série n'est même pas sortie. On n'a même pas vu le contenu qu'on a commencé à attaquer. Peut-être que la productrice a fait parler des historiens, des chercheurs, elle a montré des preuves. Dans la bande-annonce, on a montré des archéologues, des architectes et même des historiens. Normalement, on attend que la série, à la fin de la série, tous les épisodes, regardez le contenu. Peut-être ils ont la preuve de ce qu'ils présentent. Donc ça veut dire déjà le fait de montrer Cléopâtre Noire, ça agace. Ça veut dire qu'il y a toujours cette pensée qui refuse que l'histoire peut être écrite autrement. Les Européens ont toujours refusé l'idée que une grande partie de leur civilisation, de leur progrès vient des savants arabes et musulmans. Brièvement, moi j'aimerais juste rappeler que l'acte de naissance de l'impérialisme, si vous voulez, et aussi du colonialisme, c'est ce qu'on appelle l'expédition d'Égypte menée par Napoléon Ier en Égypte en 1795. Ça a été le prélude, par exemple, à toutes les conquêtes, mais aussi le prélude à ce qu'on appelle les sciences de la modernité. À l'époque, c'était toute une délégation de scientifiques qui a été emmenée par Napoléon Bonaparte. Et donc, si vous voulez, c'est vraiment l'acte de naissance de la domination occidentale sur le monde et donc aussi la domination sur la conception à la fois ethnographique, parce que c'est la naissance de l'ethnographie, de l'anthropologie et des sciences sociales qui servaient les intérêts de l'Empire exclusivement, et c'était démontré par un savant comme Edouard Saïd, par exemple, un savant palestinien. C'est aussi démontré par un savant algérien, un jeune actuellement qui s'appelle Mohamed Amr Mzian, qui travaille justement sur les origines de l'impérialité et de la colonialité et du lien justement entre les domaines scientifiques et des intérêts géopolitiques des empires. Et je pense que c'est pour ça que c'est très sensible. Merci Sofiane Baroudi, merci Faisal, merci Reda Hariresh. Je suis sûr que cette série va encore faire parler d'elle. On va sûrement en parler après le 10 mai, la sortie de la série documentaire. Pour le moment, on reste branché sur l'actualité audiovisuelle. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera, Inch'Allah, le jour de l'Aïd peut-être. Deuxième jour de l'Aïd. Donc, on vous dit à l'avance, Saha Aïdkom ou Saha Ramadankom. Et on vous laisse et restez branchés sur Al24 News.